Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet d'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000. Aujourd'hui, on va parler d'une spécialité française ou pas, hein, on aura la réponse plus tard. Un aliment aussi qui fait énormément de débat. On arrive même à un point de se dire est-ce que c'est bon pour la santé? Certains disent que non. Donc, on a la chance de recevoir Adriano. On va parler du pain aujourd'hui. Adriano qui a un parcours atypique, il va nous raconter son histoire. Journaliste, maintenant. Un petit passage par la boulangerie, même par la pizza, une nouveauté, il nous en parlera après. Donc toujours accompagné de Pierre de la team 1000%. Ça va le Pierrot? Ouais, nickel. Salut à tous les deux. Et on va laisser Adriano se présenter tranquillement. Prends ton temps Adriano et merci déjà d'être présent, dans cet épisode de 1000% où juste je fais un petit sommaire pour les auditeurs. On va parler justement de l'histoire du pain, comprendre un petit peu son évolution au fil du temps et tout simplement, comprendre par la suite, est-ce qu'il y a un type de pain parfait? Est-ce que le pain est bon pour la santé? Est-ce qu'il est mauvais? On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça à l'aide d'Adriano. Donc je te laisse te présenter Adriano. Avec grand plaisir. Donc, moi, je nais comme journaliste. J'ai travaillé au service étranger du Figaro, à Courrier International. J'ai fondé un journal sur Internet. J'ai même enseigné le journalisme à l'école de journalisme de Sciences Po Paris. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai senti le besoin de me reconnecter à une matière vivante, un peu un retour aux sources. Et donc, j'ai commencé à faire du pain à la maison, vraiment pour m'amuser, pour prendre mon temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a toujours eu beaucoup d'invités à la maison. Et il y avait des gens qui me disaient, Adriano, je mange plus de pain. Alors, c'était très embêtant parce que moi, ce pain, je l'adorais. Il était quand même très bon. Mais on invoquait des raisons, alors qui, pour des raisons plutôt de ligne, en disant que le pain faisait grossir, qui, pour des raisons d'inconfort intestinal, digestif, qui parce que disait non mais de toute façon le pain aujourd'hui c'est devenu des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de nutriments. Et donc ces trois problèmes, moi ça m'a quand même titillé, non pas uniquement d'un point de vue nutritionnel, encore que ça soit un sujet très important, mais si tu veux vraiment d'un point de vue de notre histoire et de notre culture, parce que tu le disais, le pain spécialité française, c'est en réalité une spécialité d'Homo sapiens depuis le néolithique. C'est-à-dire que sans le pain, on n'aurait sans doute pas eu toutes les grandes civilisations, à commencer par l'Égypte ancienne, les Grecs, les Phéniciens, les Romains. Et, et pourtant, qu'on sache, il n'y avait pas trop de problèmes avec ce pain-là. Et puis tout d'un coup, dans les dernières décennies, on a commencé à voir une explosion totale des intolérances alimentaires, du diabète de type 1, du type 2, tout ça lié, entre autres, à la consommation du pain, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste aujourd'hui l'aliment le plus consommé en France.
Et donc effectivement, c'est lui qu'on va prendre un peu comme coupable souvent, à tort ou à raison, alors on le verra surtout à raison. Je vais vous spoiler un peu la fin. Toujours est-il que ce travail, donc, à un moment donné, je me suis dit, puisque j'étais journaliste, j'allais utiliser donc les seules compétences finalement que j'ai, qui sont vraiment d'aller essayer d'aller au cœur des choses, au cœur des problèmes. Et donc, j'ai commencé à interroger des agriculteurs, des meuniers, des boulangers, mais également des gastroentérologues, des endocrinologues, des experts de plusieurs maladies liées de près ou de loin à la consommation de pain. Et j'ai compris plein de choses et j'ai essayé de mettre tout ça dans un petit bouquin qui s'appelle Je ne mangerai pas de ce pain-là, qui est publié aux éditions du Rouergue, donc on peut le retrouver en librairie ou alors sur notre site. Et dans ce livre, j'essaie d'expliquer comment le pain a-t-il pu passer d'aliment de base à ce que je définirais quand même aujourd'hui la malbouffe. Ok, mais ça sera intéressant. On mettra d'ailleurs le lien en bas, en description du livre. Vous inquiétez pas si vous voulez le retrouver par la suite. Juste Adriano, je te coupe, juste pour sur les gens qui sont sur YouTube. Est-ce que tu pourras à peine reculer un petit peu ton écran de façon à ce qu'on te voit en entier? Et première question, déjà tu pourrais nous faire un petit cours d'histoire peut-être sur le pain. La première baguette, elle est apparue ou alors est-ce que tu peux nous dire tout ça et Alors, comment ça... la première baguette, c'est paradoxal parce qu'effectivement, tout le monde en France a en tête la baguette comme symbole du pain national, alors que c'est un aliment qui s'est généralisé en France dans les années 30. Donc, on parle de même pas un siècle. En réalité, le vrai pain français, c'était la miche de 6 livres, qui était un gros pain et qui se gardait une semaine, 10 jours. Euh, donc, ce pain-là, il n'a pas trop changé dans les 10 000 dernières années. Donc, on est en train de parler voilà, de 10 000 ans d'histoire. Donc, dans tout le pourtour méditerranéen, grosso modo, l'homme, grâce au pain, est passé de l'état de quasi-animal, c'est-à-dire qu'on était des nomades, on pâturait comme ça, on gambadait dans la forêt, on n'était pas sédentarisé, on mangeait un peu ce qui arrivait. L'âge moyen était de 30-35 ans. Et on est, si tu veux, à l'espace de quelques siècles, la révolution néolithique, que d'ailleurs je détaille dans cet autre livre que j'ai écrit avec une neuroscientifique qui s'appelle Manger néolithique. Et en fait, la révolution néolithique, c'est quand l'homme, finalement, un peu par hasard, rencontre le blé. Et donc, cette rencontre entre l'homme et le blé a fait toute notre histoire. S'il n'y avait pas eu cette rencontre, on ne serait pas aujourd'hui là. On n'aurait pas tous ces moyens techniques incroyables et mirabolants, pour une raison toute simple. C'est qu'en fait, on passe de cet état primordial de quasiment végétatif, en tout cas très végétal, à un état civilisé. C'est-à-dire qu'en fait, puisque le blé avait besoin d'être planté, cultivé et d'attendre après la moisson, les gens s'arrêtaient dans un endroit. Et puisque une fois qu'on avait récolté et qu'on avait ce blé, on pouvait veiller au grain. Il y a encore l'expression dans la langue française. Veiller au grain, donc attendre, garder, stocker cette source d'énergie, on était tranquille. On n'avait plus besoin forcément d'aller chasser tous les 4 matins, d'aller, tu vois, de prendre son arc, ses flèches, de risquer sa propre vie. Non, on était peinard et on mettait ses racines dans un lieu. Et c'est comme ça qu'après, aujourd'hui, tu vois, on utilise le mot de terroir, non? Duquel nous, les Français, les Italiens, les Méditerranéens, on est très fiers, tu vois. Et bien justement, ce terroir du blé, aujourd'hui, on l'a perdu. Parce que, par exemple, tu rentres, tu vas acheter ton vin, je ne sais pas, chez un caviste, et il te dira quel est le cépage. D'accord? C'est un chardonnay, c'est un syrah, c'est un mourvèdre, ou alors c'est un mélange de plusieurs cépages. Or, tu vas chez ton boulanger, même le boulanger qui a gagné le prix de Paris et qui est le fournisseur de l'Élysée, avec ta baguette dont tu parlais, et tu dis, messieurs, pardon, mais quelle est la variété de blé que vous utilisez? Il ne saura pas te le dire.
Il ne saura pas te le dire. Alors que c'est l'aliment le plus consommé en France. Tu rentres chez un bon boulanger artisanal, rares sont ceux qui sauront te donner la variété du blé. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que c'est même pas écrit sur le sac de farine. Alors, sûrement, mais c'est toi qui es du métier, Adriano, donc on peut que te faire confiance. Et par exemple, quand on va acheter un pain au petit épeautre, Ah oui, euh, non, ça c'est une variété de blé, effectivement. Donc, tu as raison. Donc là, tu as une variété de blé ancienne, mais le pain au petit épeautre représente peut-être 0,1% de la consommation de pain en France. oui, oui, bien sûr. Tu Et vois, de, donc, et de farine, encore moins. ah oui, de farine encore moins, bien sûr. Et alors, le petit épeautre est un cas intéressant parce que là, je vois que vous êtes déjà des fins connaisseurs, parce que on pourrait On dire est, à on est partir sur de 1000%, Adriano, hein. Eh ben voilà, donc là, déjà, on parle de petit épeautre. Alors, le petit épeautre, parce que on est en train de parler de l'histoire, le petit épeautre, c'est très intéressant parce que c'est la variété de blé des origines. C'est-à-dire, le premier blé que l'homme a cultivé, aujourd'hui, on le sait, était le Triticum monococcum, c'est-à-dire vulgairement le petit épeautre. Mais le nom botanique est de Triticum monococcum. Eh ben, le gros problème avec le petit épeautre, Pierre, c'est qu'il est très peu panifiable. Donc, les pains au petit épeautre à 100%, ils sont quasiment toujours comment ça s'appelle? Comme un Euh, cake, dans voilà, un voilà, moule. voilà, dans un moule. Alors, le pain au moule, pour moi, c'est pas un vrai pain. C'est-à-dire que, imagine si le pauvre Jésus, pour la scène de Léonard de Vinci, il avait des pains comme ça en parallélépipède. Ça fait un peu extraterrestre. Donc, pour moi, un pain, il doit quand même se tenir. Tu vois, là, je te montre le nôtre, hein. Tu veux le voir? Vas-y, Ben, vas-y. montre, montre. Allez, allez, Montre-le. 1, 2, 3. Voilà. Ouais. Mamma mia. Voilà. Donc, lui, il n'y a pas. Donc, lui, il n'y a pas de moule, hein. Là, on ne triche pas. Parce que pour moi, le moule, c'est quand il tient pas. Quand il quand il n'a pas de Viagra, tu vois, le pain. Parce que le moule, c'est pour qu'il le monte. Non, là tu as vraiment un très beau pain, tu as, regarde. Et donc là, on est sur quoi? C'est une variété de blé dur ancien. OK? Alors, le blé dur, tu peux me dire, alors, c'est quoi le blé dur? En fait, le blé dur, c'est très simple. Quand tu vois le blé qui est nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la petite moustache, tu vois, qui sort de chaque grain, d'accord? Ça, c'est un blé tendre. Mais quand tu as cette petite moustache qui apparaît, tu vois, je ne sais pas si on pourra mettre des images, mais c'est très simple à trouver sur Internet. Tu tapes blé dur. Tu vois, le blé dur, il a cette petite moustache. Et alors, cette moustache, c'est quoi? C'est la fin d'une coque supplémentaire que le blé dur possède et que le blé tendre a perdu. Et c'est cette coque-là qui, en fait, lui permet, en le protégeant, de mieux garder les nutriments. Et Et est-ce ça, que c'est tu très important. et justement, est-ce que tu peux nous faire un petit historique du blé? C'est vrai que on entend beaucoup de choses sur le blé. On dit que le blé a été modifié au fil des années. C'est quoi ta lecture sur cette histoire-là? Ouais, ouais, bah, c'est pas une lecture, j'ai mis beaucoup de temps pour essayer de comprendre parce que c'est pas facile à trouver l'information. C'est très facile à comprendre, mais je sais pas pourquoi c'est un peu caché. Alors, là, j'ai une petite image sur mon bouquin où tu vois, finalement, c'est une histoire, c'est une affaire de taille. D'accord? Ça, c'est le début. Donc, le début, c'est les blés sauvages qui n'étaient pas domestiqués. Quand l'homme a commencé à les domestiquer, ça s'est un peu baissé. D'accord? Ça, c'est une étape au XVIe siècle qui n'a pas énormément d'importance. Et puis tout d'un coup, boum, on tombe de 1 mètre et demi à 50 centimètres maximum. Et alors, comment et pourquoi on a fait ça? Alors, pourquoi déjà? C'est parce que le blé, quand il est plus petit, au moment de la maturité, quand l'épi donc se charge en grains qui vont alourdir sa sommité, eh ben, il court plus de risques, la plante, de s'affaisser. C'est les C'est grandes. le phénomène de l'averse. Plus c'est haut, plus il risque de tomber. C'est normal, c'est de la physique. Plus il est bas, moins il a de risque de tomber.
Et donc, à un moment donné, en fait, il y a un agronome, le premier à découvrir ça dans le monde occidental, c'était un agronome qui s'appelait Nazareno Strampelli, qui arrive comme Allez, encore un Italien. C'est de votre malheureusement. faute, en fait. Oui, Voilà. exactement. Alors, non seulement c'est notre faute, Pierre, mais en plus, ce mec-là, il serait devenu, au bout de quelques années, l'agronome de confiance d'un monsieur qui s'appelait Benito Mussolini, c'est-à-dire celui qui a gouverné avec la main de fer l'Italie avec le régime fasciste pendant 20 ans. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé au Japon des variétés de blé bonsaï que les Japonais étaient arrivés, parce que tu sais, les Japonais ils aiment bien les bonsaïs de rapetisser tous les trucs. Mm. Et en fait, ces blés avaient développé une génétique qui était, entre guillemets, exportable. Donc, il a fait venir ça. Il a fait des croisements avec des blés anciens. Ces blés anciens, en fait, ils ont muté, ils sont devenus nains. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les blés modernes. Au début, c'était qu'en Italie. Après, les Américains, ils ont gagné la guerre et, entre guillemets, ils ont pris toutes ces innovations, entre guillemets. Parmi le beau temps de la Deuxième Guerre mondiale dont personne ne parle, il y avait ça. Et aujourd'hui, ça représente 99% du parc céréalier mondial. Et quel impact au niveau nutritionnel, donc, cette différence entre les deux pour Excellente nos auditeurs? question. Excellente question. Alors, en fait, imagine, la chose la plus importante dans le blé, d'un point de vue nutritionnel, c'est les protéines. Voilà, c'est vraiment le plus important. Donc, dans le blé, alors je vous pose, je vous fais un peu une devinette. Est-ce que dans le blé, il y a le gluten? Est-ce que dans Oui. le blé, il y a le gluten? Dans le blé, dans l'écorce du blé. Peu importe, dans le blé. Oui. Il y a des gliadines. Je Gluténine et pense. gliadine. Alexandre? Je pense aussi qu'il y a du gluten. Non, il n'y a pas de gluten. OK. Alors, en fait, le mot gluten vient du latin gluten qui partage avec l'anglais un autre mot qui est glu. Glu, ça veut dire la colle. Mm. D'accord? Alors, quand tu mets ta main dans la farine, qui est du blé moulu, on est d'accord? Si tu mets ta main dans la farine, est-ce que ça colle? Non. Non. Or, maintenant, si ta main, avant de la mettre dans la farine, tu la mets dans l'eau et tu la remets dans la farine, est-ce que ça colle? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, le gluten se forme quand tu as trois choses. Quand tu as les protéines du blé, de l'eau et de la force mécanique qui peut être même juste de faire comme ça, mais qui, d'un point de vue boulanger, industriel, etc., après, est représenté par euh, le, euh, le pétrin. D'accord? Donc, ce gluten, en fait, il est différent. Donc, tu as raison, les gluténines et les gliadines sont les deux protéines qui vont être générées quand le gluten se forme. D'accord? Les gluténines sont responsables de l'élasticité de la pâte, alors que les gliadines sont responsables de sa viscosité. D'accord? Donc, ces protéines qui vont se modifier, on va dire, avec l'arrivée de l'eau et de la force mécanique. Ensuite, elles vont avoir ce qu'on appelle un profil protéique différent selon la variété de blé. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est important à comprendre. Et pour répondre aussi à ta question, Alexandre, pardon, c'est une réponse un peu longue, mais il faut comprendre ce que c'est le gluten avant de comprendre les bienfaits ou les méfaits sur la digestion. Et alors, si on revient au type de variété, parce qu'après, vous avez 16 000 variétés de blé, mais en gros, les deux grandes familles, les blés anciens qui sont des blés de taille haute et les blés modernes qui sont des blés de taille basse, ce qui se passe, c'est que alors que les variétés de taille haute, elles auront des protéines du blé qui ont eu la possibilité de s'étendre, c'est comme nous quand on se lève le matin et on s'étire, d'accord? Ce qui va réduire forcément à la fois leur élasticité et leur viscosité. Les protéines des blés nains, donc des blés modernes, elles, en étant plus petites la plante, elles n'ont pas cette possibilité de s'étendre et donc elles vont rester tout entassées, ce qui après nous, on se le retrouve
ce qui va après, pour notre corps, pour notre digestion, poser plus de problèmes parce que ça va créer quelque chose de beaucoup plus caoutchouteux. D'ailleurs, tu le vois bien, moi, mon pain là, je ne l'ai pas coupé, mais si je le coupais, tu verrais qu'il y a des petits alvéoles. Donc là, c'est le gluten, mais c'est un gluten qui ne gonfle pas beaucoup. Alors que si tu prends une baguette, tu vas avoir tout un truc cotonneux qui te donne des alvéoles beaucoup plus grands, mais même un pain de campagne. Un pain de campagne que tu fais, aujourd'hui tu achètes un pain de campagne, même un pain de campagne bio, il va avoir des alvéoles qui sont assez grosses. C'est parce que cette variété de blé moderne qui existe aussi en bio, ou pas en bio, ça c'est bio, c'est que le mode de cultivation. Oui, ça change Et rien à non, l'espèce. ça change rien à la variété de blé et Hmm. ça change rien non plus au côté digestif. Ça change que tu es censé ne pas avoir de métaux lourds, même si après avec le cadmium on peut en parler, il y en a aussi, et de ne pas avoir de pesticides. Mais toujours est-il que ça reste du blé tendre et du blé moderne. Et ce blé moderne donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le blé ancien, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il en existe encore? Est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? J'ai entendu Un qu'il y peu. a resté une espèce en Sicile, faut cacher un petit peu un endroit. Est-ce que ça commence Alors, à revenir? Parce que ça commence à être de plus en plus médiatisé quand même. ouais, Donc est-ce qu'il y ouais. a quand même et pourquoi on n'essaye pas justement de l'implanter un petit peu plus sur le territoire? Est-ce qu'il est difficile à réimplanter justement? Alors, les variétés, déjà, le problème principal, c'est que alors que les variétés modernes de blé ont des rendements pour le conventionnel de 7,5 tonnes par hectare et pour le bio entre 4 et 5 tonnes par hectare, pour ce qui est des blés anciens, on parle de entre 1 et 2 tonnes, 1 et 2 tonnes par hectare. Donc le problème de base est là. Si on prenait la décision politique ou que les consommateurs finalement enfin se réveillent et disent non mais moi je suis prêt à payer un peu plus cher pour un pain qui ne va pas détruire mes intestins et qui ne va pas me donner des calories vides qui ne servent à rien et qui ne va pas me augmenter mes chances de diabète et je mets un petit peu plus d'argent, ça évidemment on pourrait en planter plus, mais il n'y a pas la demande. Alors tu dis ça revient à la mode. Oui, ça revient à la mode, mais c'est pas aussi simple que ça de trouver la bonne variété. Et donc moi, en fait, quand j'ai décidé de me reconvertir, donc de quitter ma carrière de journaliste, après j'ai monté une start-up, toujours dans les médias, etc. J'ai dit basta, j'ai envie de faire boulanger parce que tout simplement, je ne trouvais pas chaussure à mon pied. Je ne trouvais pas un pain pendant que j'écrivais ce livre et que petit à petit, j'étais en train de comprendre ce qui s'était passé. Et là, j'ai décidé d'ouvrir une boulangerie. Et donc, la première question à résoudre, c'était de savoir quel était le blé, quelle était la farine qu'on allait utiliser. Et là, ce que j'ai fait, c'est tout simplement faire appel à la science. Donc, j'ai pris contact avec un institut de recherche renommé et j'ai eu la chance de trouver une femme qui était très intéressée dans les sujets des blés anciens. Et donc, elle m'a dit, alors déjà, si tu veux faire un pain qui fasse vraiment du bien, il faut exclure non seulement tous les blés modernes, mais également tous les blés anciens tendres. Et c'est pour ça qu'après, on allait en Sicile. Et là, on peut parler, si tu veux, des blés tendres par rapport aux blés durs. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais d'un point de vue morphologique. Donc, juste pour récapituler, les blés durs, c'est des blés qui vont avoir cette petite moustache-là, et donc qui va les protéger. Et donc, ils vont garder plus de minéraux, plus d'antioxydants, donc de polyphénols. Et dans leur variante de blé ancien, aussi un gluten plus facilement digeste. Donc, si tu veux, il faut faire un peu un cadran comme ça. Donc, tu as blé ancien, blé moderne, blé dur, blé tendre. Et tu peux avoir des blés anciens qui sont durs et qui sont tendres. Malheureusement, en France, la grande majorité des blés anciens disponibles sont des blés tendres. Ce ne sont pas des blés durs. Et on parle toujours pas de petit épeautre, si je comprends bien là. Non, parce que Parce que le là, petit épeautre, alors le petit épeautre, c'est le cousin. c'est en fait le petit épeautre, si tu regardes, si tu tapes sur Internet petit épeautre et blé dur, ils se ressemblent énormément. C'est-à-dire que tous les deux, ils ont cette petite moustache. Et d'ailleurs, le mot farine vient du latin farina qui vient lui-même du mot phare
qui a donné en italien farro. Et le farro, c'est le blé dur. Mais farro, en italien, ça veut dire aussi petit épeautre quand tu rajoutes monococco. Ça, c'est au niveau des chromosomes, etc. C'est un peu compliqué. Mais en gros, farro, farro monococco, petit épeautre, blé dur, ça fait partie, et épeautre aussi, le grand épeautre, ça fait partie d'une même famille qui est aussi très proche de l'orge. L'orge, c'est pareil. L'orge qu'on utilise aussi pour la bière. Tout ça, c'est en fait, c'est des céréales qui ont cette coque qui les protège. Maintenant, dans toutes ces variétés-là, tu peux avoir des variétés anciennes et des variétés modernes. Donc, il faut privilégier les variétés de blé dur, anciennes, et le petit épeautre qui ne peut, lui, que être ancien. Donc, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de petit épeautre moderne. Par contre, ce que je te disais, c'est le problème de la pousse. Et donc, ça te donne des pains qui sont un peu humides, un peu... voilà, et pour moi, un peu moche. Mais C'est ça, un cake. c'est un Ça cake. ressemble à un... Oui, c'est un cake, oui. Ouais, c'est comme les pains au sarrasin, tu vois, si tu demandes aux vieux en Oui, c'est dur. Bretagne le pain au sarrasin, ils te disent, mais c'est quoi le pain au sarrasin? On fait les galettes, c'est ridicule. C'est des choses un peu modernes, tu vois, le pain au petit épeautre, on l'a pas fait en Europe depuis l'Égypte ancienne pratiquement, parce que c'est pas très bon, ça tient pas, il faut le mettre dans les moules, etc. Donc, moi, ça, je l'exclus. Après, nutritionnellement, il est intéressant. Est-ce qu'il est intéressant d'un point de vue digestif? Nous, on a fait une étude où on a reçu 450 réponses qui est disponible sur Internet, dans laquelle on avait beaucoup de nos clients qui étaient passés du pain petit épeautre au pain pané vivo parce qu'ils trouvaient le pain pané vivo quand même plus digeste. Donc là, on parle d'abord de la variété, on l'a bien compris, donc plutôt Ouais. un blé dur ancien. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre pour les auditeurs juste sur cette variété-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi pour quand on va chez le boulanger notamment, sur quoi on pourrait regarder et qu'est-ce que tu nous conseillerais, qu'est-ce que tu nous déconseillerais au contraire? Moi, je conseille déjà de poser la question au boulanger de savoir tel pain, quelle est la variété utilisée. Ça, déjà, ça. Après, je ne veux pas non plus ceux qui écoutez, vous décevoir parce que préparez-vous à avoir des réponses pour le moins évasives. Je sais, ouais, ok. Ils savent pas Si, forcément. si réponses vous aurez, parce que souvent ils ne le savent pas. Donc ça, c'est la première chose. Donc savoir que l'artisan puisse vous... Parce que pour moi, c'est quand même fondamental. C'est-à-dire, pour moi, c'est quand même fondamental parce que là, on est en train de parler de l'aliment de base le plus consommé en France et d'un métier qui est très noble. Donc, si on a un artisan à la base qui ignore la variété végétale qui est à la base du produit qu'il cultive, qu'il produit, pardon, c'est vraiment ça. C'est comme si, encore une fois, on demande à un caviste le cépage de cette bouteille, il ne la connaît pas. Ok. Et ça, donc, c'est pas obligatoire de mentionner directement. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est Ouais. vraiment le type de blé. Le Même deuxième, le meunier, des fois, il ne sait pas la variété de blé. Alors tu te dis, mais comment c'est possible? Même le meunier qui reçoit le, le blé, il ne connaît pas la... Parce qu'en fait, les Parle-nous de paysans... ça. Je te vois Oui, venir. parce que moi, j'ai remonté toute la chaîne de production. Le boulanger, 99% des cas, il ne sait pas. Le meunier, on va dire les 3/4 des lots, ils sont mélangés, il a aucune idée. Le paysan, lui, tu lui demandes, là c'est vraiment incroyable parce que au moins le paysan. Non, le paysan, c'est la coopérative qui décide. Tu vois? Alors attention, coopérative, c'est pas mon oncle qui s'amuse avec 4 potes. Les coopératives en France, t'en as 4 qui gouvernent les 80% du marché de la farine. C'est des multinationales, hein. C'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la coopérative, par exemple, Vivessia, je ne sais pas si vous connaissez. Mm. Alors, Vivessia, c'est une coopérative, mais c'est derrière la marque Francine. Francine, vous connaissez. Oui, 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 oui. oui. Voilà.
Alors, la marque Grand Moulin de Paris. Donc, Francine, c'est le leader des farines de particuliers. Ensuite, ils ont la marque Grand Moulin de Paris, qui est le leader des farines pour les boulangers. Ensuite, ils ont la marque Campaillette, qui est le leader de la baguette, qui est faite avec les farines des Grand Moulin de Paris. Et après, ils sont aussi leaders dans un autre marché avec un produit qui s'appelle Civil. Alors, tu dis, c'est quoi Civil? Je ne connais pas. C'est le produit phytosanitaire le plus vendu en France. C'est-à-dire le même groupe est leader de la farine pour les particuliers, de la farine pour les professionnels, de la baguette et du produit phytosanitaire, c'est-à-dire du pesticide le plus vendu en France. Et tu dis comment c'est possible? Et parce que toutes ces variétés de blé, évidemment, il faut bien faire vivre toute l'industrie de l'agrochimie. Tu vois, donc Oui, en fait, c'est un Mm. système duquel il on est investit dans tout. C'est ça. Donc, la personne qui est très contente d'acheter sa baguette 1 euro en boulangerie en pensant que c'est pas cher, il est en train de se tirer un coup de fusil dans le pied au niveau de sa santé et un autre coup de fusil pour l'environnement parce que tous ces produits phytosanitaires sont en base d'azote. Et azote en anglais, c'est nitrogène. Après, ça va dans les nappes phréatiques, ça fait des nitrates, ça pollue. C'est un système qui est infernal. Et Et qui, personne ne dit rien. et qui concerne moins le blé ancien, du coup, ou pas spécialement? Ah bah le blé ancien, il n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Ok. Le Donc c'est blé, pas le blé forcément. ancien, le blé ancien, il fait Excuse-moi, comme ça. J'en ai rien à foutre des produits sanitaires. Le blé ancien, lui, il est là depuis avant toi et moi et nos grands-parents. Et il a rien. Si tu mets des produits sanitaires, tu le tues. Lui, il existe depuis des millénaires. Donc, il n'y a pas besoin. Il est bio par définition. Je ne sais pas si tu avais eu l'occasion de lire le livre de Julien Vénesson, Le blé moderne nous intoxique. C'est Oui, gluten. Et il disait qu'en fait, le blé moderne avait été croisé 40, 50. Je ne sais plus quel est l'ordre de grandeur de nombre de croisements qui avaient été faits au niveau oui, énormément. au niveau des variétés de blé, de Énormément. façon à ce qu'il y Oui. ait résistance à la sécheresse, résistance aux maladies, résistance aux parasites, meilleur rendement, Oui, mais le moins ça, alors, besoin d'arroser possible, la hauteur. non, mais c'est comme si tu dis, tu fais la différence entre un athlète normal et un qui va se doper. Il n'a aucune résistance. Tout ça, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'ils vont avoir de la résistance si tu vas les arroser avec tous les produits chimiques. Mais je défie n'importe quel. S'il y a quelqu'un là qui écoute ce podcast, c'est un défi, ok? Un duel. Vous me faites sortir, vous me les mettez en une parcelle à côté l'une de l'autre, dans un terrain bien ensoleillé, hein? Du blé moderne et du blé ancien, et vous mettez rien, le blé ancien va avoir un meilleur rendement. Parce qu'en fait, c'est du dopage, c'est de la triche. Sans rien C'est mettre. infâme comme système, tu vois. Donc, eux, ils dépendent. C'est eux, nous, avec nos impôts. Parce que, à ton avis, tout ça, c'est qui le finance? C'est l'État. Et pourquoi l'État le finance? Parce que si le prix du pain augmente, tu as la révolution. Et ça, on le sait bien en France depuis 1789. Donc, nous finançons un système infernal, infâme, qui exploite les sols, qui exploite aussi les agriculteurs. Tout ça pour garder le prix du pain un prix politique. D'accord? Mais en fait, on se fait du mal au sol, on se fait du mal nous. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On a découvert tout. Le roi est nu. On sait précisément, tu parlais de gliadine et de gluténine, c'est surtout la gliadine qui pose problème. Et on sait depuis 2010, c'est à Harvard qu'ils ont découvert la zonuline. La zonuline, elle est sécrétée par l'épithélium dès lors qu'on va consommer du pain au gluten moderne chez tous les individus. Donc, c'est pas que moi je tolère le gluten, moi je tolère pas le gluten. Chez tous les individus, en créant la porosité intestinale. Et la porosité intestinale, l'intestin passoire, c'est la porte ouverte à toutes les maladies de civilisation. Donc, il faut arrêter les conneries. Moi, je suis intolérant, je suis pas intolérant, le gluten, ça me fait rien. Non,
tutti quanti, tout le monde. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie. Surtout qu'en Mais, plus, la France est un très gros pays producteur de blé, hein, il me semble, entre un Le des plus premier gros. exportateur en Europe. Voilà. C'est pour ça que et c'est surtout, ce que, important. ce que disait Julien Vénesson dans son livre, c'était décroisement, décroisement, décroisement pour créer un super blé. Adriano n'est pas forcément d'accord avec ça et j'entends les arguments, mais aussi à quel prix? Parce que le fait de croiser, 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 ça aurait enrichi en gliadine et en gluten ce blé qui fait qu'il est de moins en moins digeste dorénavant. Est-ce que c'est une Oui, théorie que oui. tu Alors, partages? alors attention, je reviens à la nuance, mais qui est quand même importante. Le blé n'a pas de gluten, le blé n'a pas de gliadine. Hmm. Parce que ça, même dans des articles, des livres, etc., on entend ça. Attention, parce que c'est une exactitude scientifique. Mais c'est pas Mais, qu'il a pas. On saute une étape. C'est-à-dire hmm, qu'après, il va avoir les gluten et donc les gliadines et donc les gluténines. Moi, ce qui m'importe, si tu veux, c'est très simple. C'est qu'à partir du moment où le blé est moderne, comme tu dis, il y a des croisements. On va rapetisser la taille, donc les protéines vont s'entasser. Et ces protéines, après, dès lors qu'on va rajouter l'eau et on le met dans un pétrin, on fait tourner et ça va créer tout un chewing-gum immonde qui va créer des très beaux alvéoles, très instagrammables, que les gens adorent dans le croissant, qui gonflent. Et puis, on a des pains qui sont très grands. Donc, tu vois, moi, par exemple, mon pain, moi, je me bats pour vendre ce pain à 15 euros le kilo, tu vois, parce qu'en fait, si jamais, là il fait 1 kilo, hein, mais si jamais j'avais mis, je ne sais pas, la caméra si on le voit, si j'avais mis une farine de blé moderne, même bio, il ferait comme ça de taille, tu vois. Et les gens, ça, ils ne comprennent pas parce qu'on vit dans le monde de la superficialité. Donc, on dit le pain est grand, donc j'en ai pour mon argent. Non, là, je ne te vends pas de l'air. Là, je te vends presque autant de fer que dans la viande rouge, il y a dans ce pain. Tu vois, c'est une bombe nutritionnelle. Il est riche en fibres, fer, magnésium. Tu en manges 2 tranches, tu as les 2 tiers du magnésium pour la journée. Et en plus, c'est plus assimilable parce que tu as le levain naturel. Le gluten se dégrade complètement. Même les intestins irritables peuvent le manger. On est certifié FODMAP friendly parce que c'est bas en FODMAP, riche en fibres. Ça n'existe pas. Mais voilà, ça coûte 15 euros le kilo. Après, on consomme 100 grammes de pain par jour. Donc, c'est 1,50 € par personne par jour. Il y a des hmm. personnes qui ne peuvent pas se le permettre, d'accord. Mais la majorité de la population en France, qui s'achète des Adidas ou un iPhone et n'a pas de problème avec ça, je te le dis, peut se permettre 1,50 € par jour pour pouvoir manger un pain source de fer, de magnésium avec un gluten digeste. Tu parlais de blé, tu parles de blé dur, c'est ce que toi tu utilises, mais finalement c'est bien ce blé-là qui est utilisé. Tu vois, moi je m'achète des pâtes italiennes pour me faire plaisir. J'ai pas trouvé de bonnes pâtes françaises, mais du coup je les achète Ça aux existe, Italiens. ça Oui, existe. oui, oui, peut-être même meilleur pour faire ça, non? Oui, Qu'est-ce que oui, t'en penses? oui. Ça dépend, ça dépend. De toute Et, façon, le blé n'a pas de mais il y a passeport, hein. marqué. C'est Non, mais je te charrie. Non, mais c'est en fait, c'est marqué semoule de blé dur dessus, systématiquement sur les pâtes. C'est qu'il y a bien quand même une filière de blé dur qui existe. Euh, il y en a pas qu'en Sicile, tu vois. On s'est posé la question, on s'est dit, bon, il va jusqu'en Sicile à chercher ce blé-là. Il y a bien du blé dur qui existe autre part qu'on peut trouver, non? bien sûr, mais c'est du blé dur moderne. Hmm, point. C'est pas Voilà. de Donc, l'ancien. En ancien, il y en a zéro, en fait, c'est ça? donc en fait, les blés Il y a durs. aucun, il y a aucun agriculteur français qui en fait de Si, si, l'ancien, si, si. du blé Mais dur en ancien. fait, attention. Alors, les variétés de blé dur ancien qui sont cultivées en France, c'est simple. Tu en as une seule qui. Enfin, tu en as deux, mais elle est vraiment très difficile à trouver. C'est le Poulard. C'est en Auvergne, mais c'est vraiment une fabrication confidentielle. Le seul blé dur ancien qui est cultivé en France, c'est le Corazon. D'accord? Et nous, le Corazon, on l'a analysé. C'est-à-dire que moi, si j'avais pu trouver, en fait, quand j'ai approché cette chercheuse dont je vous ai parlé, qui nous a fait les analyses au début, j'ai dit, je voudrais trouver un blé local. Je suis à Paris. Et elle m'a dit, déjà, au nord de la Loire, t'oublies. Non est possible. Voilà. C'est des chercheuses françaises, hein, du plus grand institut agronomique en France.
Et donc, il m'a dit, au nord de la Loire, déjà, c'est impossible. Au sud de la Loire, tu peux trouver du Corazan, donc on va l'analyser. Et on a vu que le Corazan, effectivement, avait un gluten qui était plus facilement digeste, mais pas autant que le blé sicilien dont je vous ai pas encore parlé d'ailleurs, qui s'appelle le Ouais, Russello. Voilà. ok. Et il y en avait d'autres, hein, des blés siciliens, mais ils n'étaient pas tous pareils. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme pour le vin et comme pour les fraises, le vin, tu as le Syrah, le Chardonnay, nanana. Les fraises, tu as les Marat des Bois, tu as les Gariguettes, etc. En fait, chaque espèce végétale elle va avoir des variétés, des sous-variétés, etc. Alors que pour le vin, finalement, on s'en fiche, c'est qu'une affaire de ce qui te plaît ou pas. Le blé, non, le blé, c'est fondamental parce que chaque variété, même à l'intérieur, je te dis, à l'intérieur des blés anciens, tu as les blés anciens tendres. Je n'ai pas parlé, en fait, ils possèdent un peptide pro-inflammatoire qui s'appelle 33 mer. Là, on rentre vraiment dans l'hyper spécifique, hein. Et c'était sur 1000%, Adriano. Rentre. Voilà. Alors, un peptide pro-inflammatoire, c'est quoi les peptides? Les peptides, c'est un sous-composant des De protéines. protéines. Il y en a plusieurs qui ont été identifiés. Il y en a sans doute d'autres que l'homme n'est pas encore arrivé à comprendre. C'est une question très spécifique, hein. Et donc, ce peptide pro-inflammatoire, quand on dit pro-inflammatoire, c'est quoi? C'est en fait, il est très méchant. Il va enflammer l'épithélium, donc toute la paroi intestinale, en provoquant ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la porosité intestinale. Donc, si on demande à une personne lambda dans la rue, est-ce que vous êtes d'accord pour payer 1 € pour votre baguette, sachant que ça va transformer votre intestin en passoire? Personne ne va dire oui, ça me fait plaisir. Non, parce qu'en fait, tu augmentes tes chances, je crois que c'est 7 ou 8 fois, donc 700-800% de développer plein de maladies qu'on ne va pas citer parce que je suis superstitieux. Ça n'a aucun intérêt. Et Mais, c'est tous les blés tendres. C'est prouvé scientifiquement. mais c'est vrai qu'au niveau du pain, c'est juste quelque chose où maintenant on a vraiment l'impression que c'est un plaisir coupable presque en fait de manger du pain. Tu vois, c'est même pas on va manger du pain pour se. Non mais Pour chez moi, les c'est pas gens un plaisir maintenant. non plus, hein. Ah, mais Franchement, il y en a pour qui ils culpabilisent pas de manger du pain, mais ils se disent: ben je vais manger du pain, c'est mon petit plaisir». Donc, mais ils doivent culpabiliser. Mais mais bien je sûr, leur dis une chose, si tu mais manges parce un qu'on a pain, perdu, excuse-moi de te couper, mais en fait, on a perdu cette idée-là que le pain pouvait être bon pour la santé, en fait. C'est ça le raisonnement. oui, C'est qu'on oui, a perdu oui, oui, ce. oui, oui. Moi, Ou qui je vais pouvait dire faire le partie coupa d'un régime alimentaire ou d'une consommation alimentaire qui est Saine. qualitative et saine. bien sûr, bien sûr. Alors moi, tu vois, la première fois, ça m'est arrivé au bout d'un an qu'on avait ouvert la boulangerie, j'étais resté bouche bée. Je me retrouvais dans le cabinet d'un médecin nutritionniste parmi les plus en vogue de Paris, c'est-à-dire quelqu'un qui a comme client des gens normaux, mais il a aussi des ministres, des stars de la télé, etc., qui m'a montré la petite photocopie qu'il donne à tous ses clients où c'est écrit manger 100 grammes de pane vivo par jour. Et c'est pas parce que moi je l'avais payé ou on avait fait un partenariat. Non, non, non. C'était quelqu'un qui avait regardé les analyses nutritionnelles, qui avait regardé les analyses sur le gluten, qui avait regardé l'étude clinique sur l'indice glycémique de notre pain que nous avons fait. On a fait une étude clinique, hein. On a fait une étude clinique. C'est pas juste du pipeau. Et cette personne il disait à tous ses clients, tous ses patients, mangez ce pain. Parce que c'est des gens qui avaient des problèmes, hein, des troubles digestifs, de l'intestin irritable, etc., etc. Et tout ce travail que nous faisons, on le fait sur une base, encore une fois, scientifique. Alors, il existe un label en France qui est octroyé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'appelle Jeune Entreprise Innovante. D'accord? C'est un label que tu peux demander quand tu fais de la recherche. Nous sommes la seule boulangerie. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. En France à l'avoir. Il y a 35 000 boulangeries. Nous sommes les seuls à l'avoir. Et qu'est-ce que ça te dit, ce label? Que, en fait, ce travail que nous faisons est un travail de recherche. Donc là, par exemple, pendant qu'on se parle,
ça a commencé depuis peu. Nous avons un doctorant qui est en train d'écrire sa thèse sur la digestibilité du pain pané vivo, parce qu'en fait, les spécialistes qui ont regardé toutes les analyses, ils ont dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable qu'il y ait ce niveau-là de digestibilité. Et là, il est en train d'essayer de comprendre, c'est un processus qui va durer 3 ans, les pourquoi du comment, et on a parmi nos partenaires AgroParisTech, l'INRAE et la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur tout ce qui est pain complet, pain au levain? On part sur autre chose, mais Ah, la justement, fermentation. ouais, justement, on parlera après de la farine peut-être plus en détail, mais sur la... Alors, pain complet, c'est pas la fermentation, et je Oui, pense que c'est important de parler de la mouture. C'est la mouture. Allez, Juste avant, parce que parlons-y en alors. plus, c'est très rapide. Si Allez, tu veux, tu as 2 façons de moudre. Donc là, on a parlé à tort et à travers du, du du blé. blé. Donc, on a ce blé. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On a 2 choix. Comme toujours dans la vie, il y a le choix de la facilité et le choix de la vérité. Donc, ce qui se fait dans la plupart des cas, depuis en tout cas la fin du 19e siècle, c'est la mouture au cylindre métallique. C'est-à-dire, c'est une machine industrielle qui va moudre à toute vitesse et qui, en gros, va faire un travail très important. Il va séparer l'amande farineuse, qui représente 80% du grain de blé, donc c'est la partie blanche ici, de la partie périphérique, ce qu'on appelle le son, qui est, elle, riche en minéraux, alors que la partie de l'amande farineuse, elle, est riche en amidon, c'est-à-dire après ça se transforme en sucre, et qui va la séparer également du germe de blé. Le germe de blé, lui, est riche en lipides, qui sont des huiles essentielles, et chez le blé, nous retrouvons des graisses, des lipides, qui sont uniques et propres au blé, et qui vont nourrir il cervello, le cerveau, mais aussi la peau et les cheveux et les ongles. Et c'est pour ça que, donc, je vous ai dit que la mouture au cylindre métallique allait séparer ces 3 composantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les 80%, on fait la farine. Avec le son, on va le remoudre et ça devient en fait un espèce d'additif qu'après on va réincorporer dans la farine dite complète, mais qui en fait est une fausse farine complète, parce qu'en plus ça peut venir d'un autre grain de blé, ça peut venir de Bulgarie, de Roumanie, on ne sait pas, on le refoule dedans et on mixe comme les cocktails, paf, et le consommateur il sait rien, et pour lui c'est du pain complet, en fait il faudrait l'appeler incomplet, parce que la partie la plus intéressante est là, c'est le germe de Le blé. germe. C'est la plus petite, mais c'est la plus intéressante nutritionnelle. Alors le germe de blé, les meuniers aujourd'hui vont le revendre 150 fois plus cher à l'industrie pharmaceutique, qui va en faire des compléments alimentaires. Donc en fait, la farine complète est incomplète. Elle est Est-ce incomplète. qu'il existe des farines avec justement ce germe de blé? Bien sûr, donc après, tu as le choix de la vérité, qui est plus compliqué, qui est plus difficile, comme souvent dans la vie. Ça, c'est la mouture à la meule de pierre. Ok. Donc, tu as 2 meules, 2 roues, une qui est dormante et l'autre qui tourne, qui vont écraser l'intégralité du grain de blé. Et Ensuite, au meunier de trouver la bonne façon de, de tamiser la farine pour enlever un petit peu du son, etc., et arriver à ce qu'on appelle le T, c'est-à-dire la typologie de farine recherchée, qui est donc en fonction de la teneur en matière minérale. C'est-à-dire que quand tu vas, par exemple, prendre une farine T80, qui est une farine de qualité moyenne, pour faire du pain de campagne, tu vas avoir donc 0,8% de matière minérale. Nous, notre pain, notre farine, c'est une T170, c'est-à-dire c'est 1,7% de matière minérale. Et en plus, c'est une matière minérale très qualitative. On a parlé avant du fer, du manganèse, etc. Et du magnésium, d'où le fait qu'il y Et ait du beaucoup de magnésium. Le magnésium, on explose. 253 mg de magnésium sur 100 grammes de produit. Et là, il y a beaucoup d'études sur le fait que l'utilisation, et ça nous fait Et une c'est très beaucoup, belle hein. transition. Ouais, ah ouais, c'est énorme. C'est incroyable. Ah oui, c'est un complément alimentaire, sauf que ça coûte moins cher.
Et on a Et tu toutes les manges. analyses. Et tu le manges et il est bon. Ouais, avant, les compléments alimentaires, ça n'existait pas. Et c'est pour ça que le pain était la source de notre alimentation. Ça représentait 80% de l'alimentation jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et Et alors, justement, ah ouais, excuse-moi. Excuse-moi, je crois que tu n'avais pas fini. non, j'allais passer à la fermentation parce que la Ah, fermentation au levain naturel permet une meilleure assimilation des ben, oligo-éléments. Mais vas-y. juste avant, excuse-moi, je me permets de te couper. Est-ce que les auditeurs qui voudraient peut-être prendre une bonne farine, c'est vrai qu'on n'utilise pas forcément que pour le pain, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en termes de lecture d'étiquette? Est-ce qu'on peut s'y retrouver ou pareil, est-ce que c'est très difficile d'avoir la vérité? Et oui, on n'habite pas en Sicile, nous, Adriano. On peut pas tous s'acheter de la farine premium. Il faut peut-être les Alors, auditeurs. alors, moi, je dis que juste que ce que je vous conseille, c'est de la prendre chez nous. On n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même. Après, vous pouvez retrouver des farines un peu partout, mais bonne chance pour en trouver une digne de ce nom. Moi, avant de créer Pane Vivo, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête comme idée, c'est que déjà, le choix le plus important, c'est le blé. Ça, on l'a compris pour plein de raisons qu'on a expliquées. Une fois qu'on a identifié le bon blé, donc un blé ancien et un blé dur, c'est très important, on va arriver donc à la variété, à la typologie de farine. Et donc là, plus vous avez de matières minérales, mieux c'est. Parce qu'en fait, vous allez garder, c'est un peu comme les produits transformés. Pour moi, une farine qui est moulue au cylindre métallique et qui n'a pas du tout de composante intégrale de mel de pierre, je suis désolé, c'est un produit très transformé. Tu vois? Et donc, il faut avoir une mouture à la mel de pierre, et il faut avoir un thé qui soit au moins, pour moi, de 150. 150, 150. Mais attention, les blés tendres, qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait exclure, parce qu'il y a ce peptide pro-inflammatoire. Si tu prends une farine de blé tendre, même ancienne, de T150, c'est dégueulasse. Qu'on soit Ok. clair, c'est dégueulasse. Désolé pour le mot, mais c'est vraiment très mauvais. Parce que, en fait, tout le son est très ligneux. Enfin, moi, j'ai essayé, hein, j'en ai essayé des centaines de farines. Voilà, c'est pour ça qu'après, on est tombé sur cette farine-là. Donc on regarde le type de blé dans un premier temps et après on regarde le thé associé. Est-ce que par exemple, tu vois, tu parles de cylindre métallique, tu parles de Mel de lamelle de pierre. pierre, le mel Il de faut pierre, que mais ça soit de la c'est mel de écrit? pierre. Mais c'est écrit ça dessus sur la farine? Alors, si le meunier a pris le mal de moudre à la mel de pierre, il sera très fier et il va l'écrire. Ok. Mais on est plus quand même sur des farines artisanales, alors qu'on ne retrouvera pas forcément dans le commerce, non? Enfin, dans le commerce, dans les C'est plus hypermarchés. artisanal. C'est plus Ouais. artisanal. Ouais, Il y a ouais. des sites bah, vous en vendez, Nous, on en vend aussi sur notre site. Après, tu as, par exemple, il y a un excellent meunier qui s'appelle Roland Feuillas, qui a Cucugnan dans le sud-ouest. Lui, pareil, il a fait beaucoup de recherches agronomiques et il en vend aussi sur son site. Ok. Après, vous avez quelques paysans boulangers aussi il y a un réseau en France aussi, il y a un livre qui s'appelle Notre pain est politique qui est très intéressant. Mais le problème, c'est que c'est très dur de trouver le blé dur ancien. Donc, c'est souvent du blé tendre ancien. Et c'est des gens qui sont convaincus d'avoir un excellent blé. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que j'en connais beaucoup et ils font un super travail. Mais quand c'est du blé tendre, je suis désolé, pour moi, c'est pas mangeable. Donc Pour pain moi, c'est pas complet. apte. Même le blé tendre de variété ancienne, moulu à la mel de pierre bio, personnellement, sur la base des études que j'ai lues, n'est pas apte à la consommation humaine. Ok. À ce point? Eh bien oui, Ok. je t'ai expliqué. Oui, oui. Alexandre. T'énerve pas, Adrien, Non, t'énerve mais pas. c'est pas que je m'énerve. Parce que Mais il Oui, est à oui. tout le 1000%, il monde. est passionné, Eh oui, Adriano. mais t'as Il est raison, dans Non, sa mais zone tout de le génie, monde. là. Mais c'est bien de le déconseiller justement aux gens, t'as raison. Tout le monde va avoir ta réaction, donc c'est important de répondre, tu Bien sûr. vois. Tu as raison, parce qu'en fait, on en a entendu beaucoup, tu vois. Il y a celui qui dit ceci, celui qui dit cela, et le bio, et le truc, et le machin.
Moi, je te livre ma conclusion. Ok. J'ai passé 3 ans à décortiquer le problème comme on décortique le blé. Et après, à vous et aux consommateurs de faire leur choix. Mais à partir du moment où je te dis qu'il y a des problèmes inflammatoires notoires, avérés, certifiés, moi, personnellement, j'ai pas envie que mon intestin devienne une passoire. Bon, Adriano, on va faire le raccourci. Je vais dans 15 boulangeries autour de chez moi. Je trouve aucun pain de blé dur. C'est pas pour jeter Ancien, non. l'opprobre sur les boulangers, mais moi, la seule chose que je trouve, parce que je cherche et je regarde, la seule chose que je Petit trouve, épeautre. et c'est du petit épeautre, oui. Et Ouais. encore, depuis que je sais que du 100% petit épeautre, ça peut que être cuit dans des moules, c'est mon boulanger qui m'a dit, tu peux pas faire du pain avec ça. Il m'a dit, il faut que ça forme d'un cake. Si c'est pas un cake, c'est que c'est un mélange. Et donc, je vois C'est encore des vrai, pains au petit épeautre en forme de pain. Et donc c'est ça, un je sais que mélange. c'est un mélange, ouais, voilà. Ouais. Sarrasin, c'est pareil. Et que penser alors? On a dit pain complet, donc pas forcément intéressant. On Ouais. a eu la mode aussi des pains au levain. Qu'est-ce qu'on Attends, en le vrai pense? pain complet, ça existe, mais Ouais, c'est à la mêle de pierre avec préservation du germe. Et ça, tu vas le sentir quand tu vas regarder, tu mets vers le soleil et la lumière, et ça brille un petit peu. Notre pain, Ah c'est là ça, là. tu vois. ouais, Parce que tu as ce côté huileux, Tu nous fais tu ok. vois. rêver, Adriano, là. Il faut regarder le pain au coucher du soleil, c'est ça? C'est ça, avec un spritz. Non, mais alors après, parlons quand même de la fermentation, Bien parce sûr. que Eh oui. c'est très important. Alors, C'est je à la dirais levure, même, c'est ça? non. Attends, je ferme l'ordinateur tout de suite. Je m'en vais, hein. Non, non, non. Explique-nous alors. Alors, OK. Donc, alors, le pain, il faut qu'il soit fermenté 100% le vin naturel. Voilà. Même pas un gramme de levure. Voilà. Alors là, je renchéris la dose. Un pain qui contient de la levure n'est pas apte à la consommation humaine. Et c'est pas Adriano Farano qui le dit, c'est Auguste Parmentier. Auguste Parmentier. C'est-à-dire que à la fin du XVIIIe siècle, ils n'avaient pas les études cliniques sur l'indice glycémique, mais ils s'étaient rendus compte que quand tu rajoutais de la levure de boulanger, certes, t'améliorais la vie des boulangers, parce que ça, la fermentation, c'était 1 heure, mais en fait, les gens se sentaient fatigués. Ils les voyaient déjà. Ils avaient tout compris. Nous, aujourd'hui, tu te rends compte, il y a 200 ans, ils ont compris que c'était de la daube, le pain à la levure. Nous, aujourd'hui, on a toutes les études possibles et imaginables. Tu as sur le site de l'Observatoire du pain. Le site est l'Observatoire du pain. L'Observatoire du pain, c'est financé par le ministère de l'Agriculture et la Confédération de la boulangerie. Tu as une étude financée par eux où c'est écrit noir sur blanc que l'indice glycémique du pain à base de blé moderne et de levure est supérieur à celui du Coca-Cola. Et nous, on continue comme des brebis, comme des moutons. Je pense que les moutons sont beaucoup plus intelligents. Tous les jours, à rentrer dans une boulangerie, acheter du pain qui va sécher, du pain qui va vous empoisonner les intestins, du pain qui va vous donner aucune bonne calorie digne de ce nom parce que c'est un vecteur de rien du tout, et surtout qui va vous fatiguer. Parce qu'en fait, quand tu as des pics de glycémie, tu manges et tu n'es pas en forme. Alors nous, on doit manger pour être en meilleure forme. Tu vois, et ça, aujourd'hui, on n'est plus au temps d'Auguste Parmentier. Lui, il était en train de faire des estimations. On le sait. On fait une étude clinique. Alors, ça coûte cher. Hein. Moi, j'ai payé 10 000 € pour faire l'étude clinique. Et je ne vais pas demander à tous les boulangers de le faire sur leur pain. Mais l'État qui te fait, pour chaque variété de blé qui est rajoutée sur le marché tous les ans, il y a des études qui sont beaucoup plus chères. D'accord? Pourquoi on ne pourrait pas avoir des études cliniques sur l'indice glycémique de chaque variété de blé? Ça coûterait en fait moins cher et on saurait très bien comment réorienter la politique agricole de ce pays et de l'Union européenne, c'est-à-dire en finir avec les blés modernes, purement et simplement. Ah oui, alors c'est plus cher. D'accord, c'est plus cher, mais ce ne serait pas moins cher de baisser un petit peu, s'il vous plaît, messieurs, le taux d'incidence du diabète de type 1, du diabète de type 2, du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson.
on n'en a pas parlé, mais les maladies neurodégénératives sont liées à l'inflammation. Et aujourd'hui, vous avez deux causes principales d'inflammation qui sont d'origine alimentaire. C'est ce que j'appelle les glu-glu, gluten et glucose. Et le pain représente les deux en même temps. C'est parfait parce que vous mangez un aliment et vous avez des pics de glucose et vous avez un gluten extrêmement difficile à digérer. Donc voilà, cherchez l'erreur. Est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais un petit peu nous faire imaginer un petit peu comment tu fais pour faire ton pain une fois que tu as ta farine, comment ça se passe, la fermentation? Est-ce que tu pourrais, c'est vrai que des fois, nous, on est déconnecté, on achète une baguette, on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Est-ce que tu pourrais, de façon brève, nous schématiser comment ça se passe? Alors, une fois qu'on a trouvé le bon blé, j'ai mis 3 ans pour le trouver. Et une fois qu'on a trouvé le bon meunier, qui va le moudre à la lamelle de pierre de façon très fine pour que ça soit quand même très gourmand, là, en gros, nous, en tant que boulanger, on fait quasiment rien. C'est-à-dire, à part se lever très tôt le matin, et encore, c'est pas moi qui le fais, c'est mon équipe, d'arriver à 3 heures au fournil. La grande différence avec les boulangers qui ont utilisé la levure, c'est que le pain, en fait, les pâtons ont été préparés le jour d'avant. Tu vois? Donc, la personne qui arrive à 3 heures du matin et qui va enfourner et défourner le pain entre 3 heures et 8 heures du matin, elle va prendre des pâtons qui ont été commencés à faire à 7 heures du matin de la veille. Ok. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on ne met pas de levure. Donc, nous, on met du levain naturel. Est-ce que vous voulez que j'explique la Ouais, différence? bien Oui, sûr. oui. Oui, oui, bien sûr. Ok. Alors, c'est très simple. La levure, en fait, c'est un micro-organisme qui s'appelle Saccharomyces cerevisiae. Si vous avez fait un peu de latin et grec à l'école, saccaro, ça veut dire sucre, myces, ça veut dire champignon, cerevisiae, c'est la bière. Donc, c'est une levure qui est générée par l'écume de la bière, donc la fermentation alcoolique, et qui va donc manger, c'est un champignon qui va manger des sucres. D'accord? Alors, c'est pas artificiel, hein, c'est pas l'homme qui l'a inventé. L'homme l'a pris dans la nature et après il est arrivé à le dupliquer, multiplier à vitesse grand V au niveau industriel et en faire des petits cubes. Et c'est pourquoi il s'est pris la tête et pourquoi il y a des sociétés aujourd'hui qui valent des milliards et des milliards d'euros. Parce que on est passé, grâce à cette petite invention, d'une fermentation qui dure entre 6 et 12 heures minimum et qui peut être poussée jusqu'à 24 heures maximum, qui était au levain et qui représentait l'histoire de la boulangerie, à une fermentation qui est prête en 1 heure, la levure. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'avantages. Des avantages de temps et donc d'argent. Il y a un petit problème. C'est que la fermentation qui est à la base de la levure est une fermentation purement alcoolique. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien pour baisser l'indice glycémique, elle ne fait rien pour dégrader le gluten, elle ne fait rien pour augmenter l'assimilation des oligoéléments. D'accord? Donc, et ça c'est nouveau, on a commencé à le faire avec la révolution industrielle, sur grande échelle. Mais avant ça, l'homme mangeait du pain. Et c'était du bon pain. C'était du pain au levain naturel. C'est quoi le levain naturel? Le levain naturel, c'est un autre type de fermentation, mais là, vous ne l'achetez pas à des industriels, vous le faites vous-même. Comment on le fait? Il n'y a rien de plus simple. De l'eau et de la farine. Basta. Sauf qu'il faut s'en occuper. Voilà, on revient toujours au choix entre la facilité et la vérité. Tu le nourris. C'est ton animal en fait. T'as C'est un ton pot copain. avec ton levain. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a rien de plus beau. Et nous, on a donc cette eau et cette farine. Donc, ça fait une petite pâte. Cette petite pâte, tu la laisses à température ambiante et elle va tirer des micro-organismes qui sont un peu levures. Tu vois, ce qui est un peu confusing parce que des fois, on se dit, ah, mais attends, la levure. Oui, il y a aussi des levures. D'ailleurs, à l'intérieur, il y a même la fameuse levure Saccharomyces cerevisiae. Voilà, elle est là. Mais elle est un des 50 à 200 micro-organismes différents. Donc déjà, ça te fait comprendre que, évidemment, tout ce monde
très différent a besoin de temps pour se mettre d'accord sur comment manger les sucres. En fait, la fermentation, c'est ça, c'est une forme de digestion par des êtres minuscules et qui est une véritable magie. Et la génialité, la magie de la fermentation au levain naturel est qu'on est en présence essentiellement de fermentation lactique. C'est-à-dire que même si elle prend plus de temps, elle permet de dégrader les protéines du gluten pour arriver à leur plus petit commun dénominateur, donc les peptides. Après, tu peux en avoir des inflammatoires, pas inflammatoires, ça on l'a vu tout à l'heure. Mais au moins, c'est plus facilement assimilable. Deuxièmement, elle permet de baisser in fine l'indice glycémique. Et troisièmement, la fermentation lactique permet également de casser les phytates, qui sont des antinutriments qui protègent la plante au niveau phytique, c'est-à-dire quand elle est dans la nature, protègent la plante et donc lui permettent elle, de garder les nutriments, mais qui, au moment où ils sont digérés, en fait, on n'arrive pas à bien les métaboliser, les oligoéléments, donc le fer, le magnésium, etc. Et donc, le levain naturel avec les acides lactiques va arriver, c'est une espèce de corrosion des acides phytiques pour libérer le fer, le magnésium, etc. Et ça, c'est magnifique. C'est quand tu penses à la magie de ce que c'est le levain naturel. Et c'est là où le pain passe de ce que je pense, moi, aujourd'hui, de 99% aujourd'hui, quand je dis n'est pas apte à la consommation humaine, je vais dire que ce que nous mangeons aujourd'hui, ce n'est plus le pain de la vie, c'est le pain de la mort. C'est un pain qui accélère le vieillissement et donc la mort. Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot pane vivo, c'est parce que pour moi, le pain doit être le pain de la vie. Et le levain naturel, comme les variétés anciennes, en fait, c'est le même combat. C'est le combat de la biodiversité. Ce n'est pas la standardisation, c'est plutôt le fait d'élargir le champ des possibles et en tant qu'être humain, en fait, vraiment se faire plaisir. Quand tu parlais de plaisir, pour moi, ça, c'est un plaisir qui n'est pas coupable. Mais ça reste du plaisir parce que, je te jure, ça te donne quelque chose de tellement bon et tellement délicieux que tu le sens tout de suite et que c'est fait pour toi. Juste deux petites questions pour ma part. Donc, pour résumer un petit peu tout ça en termes d'étiquette au niveau de la boulangerie, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos auditeurs? C'est que c'est des choses très pratiques. Et ensuite, une question un peu plus, je sais pas si tu Ah auras la bah ça, il n'y a pas réponse, mais d'étiquette. Ça, oui, malheureusement, en non, fait, il y a mais une qu'est-ce grosse... qu'on peut voir quand on choisit Non, son mais il y a pain? une Il y a quand même. énorme... Il y a une arnaque terrible en France, malheureusement, c'est que le pain au levain que tu achètes en boulangerie, souvent contient de la levure. Et quand je dis souvent, c'est très souvent. La preuve de ça, c'est que depuis les années 70, pour avoir ton CAP boulanger, tu n'es pas obligé de connaître l'art du pain au levain, en fait. C'est-à-dire que pour avoir ton CAP boulanger, il suffit de connaître la levure. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que dès lors que tu rajoutes, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre du levain, mais ils vont rajouter aussi de la levure. Et donc, puisque la fermentation à la levure est beaucoup plus rapide, 1 heure, on a dit, que la fermentation au levain, et puisque la fermentation, on a vu que c'est juste en fait l'art de manger des sucres par des êtres minuscules, les levures de Saccharomyces cerevisiae vont manger les sucres beaucoup plus rapidement que les autres et il n'y en aura plus pour eux. Donc, ça ne sert à rien. Oui, c'est pas une fermentation au levain finalement. Ça, C'est pas, elles c'est une prennent le fermentation dans dessus. laquelle, voilà, tu as levain et levure, mais la levure, elle va prendre le dessus sur le levain, exactement. Hmm. Et alors après, tu as celui qui pour moi est un véritable drame qu'on voit dans la boulangerie un petit peu, mais on voit surtout dans la pizza, c'est qu'en fait, tu as des artisans qui se mettent à faire des fermentations longues de 24 heures, 48 heures, parfois même 72 heures, avec la levure. Et ça sert à rien. Alors, ça prend de la place dans les chambres froides. Et ils peuvent dire sur Instagram, oh, j'ai fait la fermentation de 24 heures, 48 heures. Mais biochimiquement parlant, ça ne sert strictement à rien. Donc, quand tu vois fermentation longue, 48 heures, etc., pose la question. Très bien, tu as fait cette fermentation, chapeau, parce que ça prend de la place, ça prend du temps, etc. Mais est-ce que tu as mis de la levure? Parce que si tu as mis de la levure, moi, ça ne m'intéresse pas en tant que consommateur. Je n'ai pas envie de m'empoisonner.
Ok. Et le levain, est-ce qu'il y a plusieurs types de levain naturel? Ça, c'est plus une histoire de boulanger, mais par Chacun a le curiosité. sien, c'est-à-dire qu'il y a le levain, c'est de l'eau et de la farine. Et après, tu as jusqu'à 200 typologies différentes de micro-organismes qui sont censés être à l'intérieur du levain. La liste précise va varier d'un levain à l'autre parce que tout simplement, il dépend de qui a mis les mains dedans. Et ça, c'est très beau en fait quand tu réfléchis. C'est-à-dire que l'homme va ensemencer, et la femme aussi. Et attention, la femme a plus de bactéries lactiques sur ses mains que l'homme pour une raison très simple que je vous laisse deviner. Et qui est la lactation, Oui, oui, oui. Ok. voilà, évidemment. Et surtout les femmes qui ont allaité, elles vont avoir plus de bactéries lactiques. Donc, l'homme et la femme, surtout, vont ensemencer cette pâte en donnant un petit peu de soi-même. Et ce petit peu de soi-même va rester. Donc, quand moi j'ai récupéré d'un ami, qu'il avait pris d'un ami, nanana, un levain qui a 138 ans, ça veut dire qu'il y a des générations d'hommes et de femmes qui ont touché avec leurs mains et qui ont ensemencé cette pâte en essayant d'augmenter sa biodiversité. C'est exceptionnel. Ben, Mais c'est oui, bon. du coup, c'est pas juste de la farine et de l'eau, c'est de la farine et de l'eau que tu gardes et qu'il Et faut qui C'est, entretenir. de génération en c'est de la génération. farine, de l'eau et de l'amour. C'est ça. C'est parfait. Comme ton pain, hein. C'est ça, hein, c'est de l'amour aussi. Et si on devait un petit peu résumer tout ça, on va pas non plus te garder ici pendant 2 heures. En tout cas, j'espère que ça a intéressé les auditeurs. Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous mettre en commentaire quel type de pain vous prenez, est-ce que vous avez appris des choses et si vous avez aussi des questions. C'est vrai qu'il y a aussi différents types de pain. Il y a la baguette assez classique blanche. Est-ce que ça, c'est quoi qu'il arrive? Non, on est d'accord. Ou est-ce qu'il y a quand même des types de baguettes blanches qui peuvent être intéressantes? Après, on a le pain. Donc, comment on pourrait résumer un petit peu tout ça pour les auditeurs faire? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations, plus d'1h10. Comment tu pourrais conclure? Qu'est-ce que tu pourrais nous Non, la baguette conseiller? blanche, non, 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 la baguette Ouais, blanche, celle-là, on la jette direct, hein. On la jette, on la prend pas. c'est pas qu'on la jette, on l'achète pas. Ouais, on l'achète pas, on est d'accord. Parce Et Finito. que, après? finito, parce qu'en fait, nous votons avec notre argent, avec notre carte bleue, c'est notre Hmm. bulletin de vote. Bien sûr. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas dans les boulangeries artisanales pour acheter ça. Malheureusement, le pain dit complet non plus. Et le pain faussement au levain non plus. Alors, moi, le petit épeautre, je t'ai dit ce que j'en pense, mais à la limite, c'est le moins pire, tu vois, d'une certaine façon. Parce qu'au moins, c'est du blé ancien, la plupart des fois, c'est bio. Il faut voir si c'est moulu à la mêle de pierre, la farine, mais à partir du moment, petit épeautre, levain naturel, moi, je suis quasiment OK. Après, je vous dis, si vous voulez un pain qui soit nutritionnellement hyper intéressant, où on a fait toutes les analyses, que l'indice glycémique est faible, même les diabétiques peuvent le manger, etc., ça, c'est le fruit de ce travail que nous avons fait chez Panivivo et on a les boulangeries à Paris. On peut aussi l'envoyer par la poste. C'est combien le minimum de baguettes qu'il faut commander par la poste? Alors, nous, il n'y a pas de baguette. Parce De qu'en pain, fait, pardon, excuse-moi. Oui, ouais, bien ouais, sûr, non, de parce pain, qu'en fait, excuse-moi. la C'est baguette, un type de c'est. langage. Non, non, mais je t'explique. En fait, la baguette, on pourrait faire une baguette avec notre farine, mais ce serait tellement dommage parce que c'est un format qui ne se garde pas longtemps et qui a été Hmm. fait exprès pour ne pas se garder longtemps. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les gens reviennent tous les jours pour dépenser. Tu vois, c'est un format Ouais. consumériste, très moderne et qui a rien à voir avec la tradition de la boulangerie française. Donc, nous, on fait donc c'est ce genre de pain-là. Donc, on en envoie 2 minimum, ou alors un Ok. de 2 kilos, donc c'est 2 kilos. Et, et donc, on peut faire soit des envois ponctuels, auquel cas on paye un peu de frais de port, ou alors on a mis en place un système d'abonnement où en fait on peut se faire livrer le pain toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines, auquel cas les frais de port sont offerts. Nous, on n'y gagne pas grand-chose, c'est des marges toutes petites, mais ça permet à plein de gens qui ont envie vraiment de bien manger d'avoir toujours du bon pain à la casa.
Bah, écoute, si, à l'occasion on fera un grand repas 1000, on te prendra du pain, avec grand plaisir. En tout cas et je crois que d'ailleurs il y a Vincent qui est de la team 1000 qui testera ton pain à l'occasion parce Oui, qu'il c'est habite sûr. à Paris. Je sais pas s'il a goûté, on lui demandera. Une dernière question, Pierrot? Et oui, forcément, tu vois, un Italien qui vient conquérir le marché du pain en France avec de la farine italienne. Et quand est-ce que tu nous plantes du blé italien en France, Adriano? Alors, déjà, il n'y a rien à conquérir parce qu'on est Non, mais voilà, tout petit, mais et l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de proposer quelque chose des de produits de bon, de qualité, ça sain, on a bien voilà. compris. Alors, écoute, j'ai un peu travaillé sur le sujet. C'est un peu compliqué parce que les conditions, ce qu'on appelle les conditions pédoclimatiques, ne sont pas réunies. C'est-à-dire que chaque variété de blé, en fait, elle est propre à un terroir spécifique. Hmm. Et alors que les variétés modernes peuvent s'exporter, les variétés anciennes, c'est plus compliqué. Mais on n'a pas dit notre dernier mot et en fait, on est actif sur ces sujets-là. Et pour le moment, bah, c'est un blé qui vient de Sicile et qui est moulu en Sicile avec des mêles de pierre françaises. Ah, quand même. Parce qu'en fait, il faut Ah, savoir que les meilleures mêles de pierre du monde ont été produites à la Ferté-sous-Jouarre, où depuis le Moyen Âge, il y a des caves de silex qui sont exploitées à cet effet et qui sont des mêles de pierre magnifiques, on peut les voir sur notre site. Et, euh, et voilà, on se fait livrer. Et après, voilà, la Sicile, c'est pas non plus le Pérou ou le Kenya. On fait venir aussi, on en profite, on couple les choses, on fait venir aussi de l'huile d'olive extraordinaire qui a un taux d'acidité à 0,16% cette année. Donc en fait, le taux d'acidité, plus il est faible, mieux tu peux assimiler les polyphénols, donc les antioxydants. Et voilà, et donc on essaye de proposer ces bons produits. Alors après, le sel, c'est du sel de l'île de Ré. Voilà, donc là aussi, on est sur du blé blanc rouge. Et juste une dernière question, Adriano, mais c'est vrai que cet exemple aussi peut être possible. Si on a des auditeurs qui voudraient peut-être se lancer et faire leur propre pain, est-ce que c'est quelque Oui, chose qui est envisageable? Tu fais de la farine notamment. Est-ce que ouais, c'est on fait la farine. est-ce que c'est facile de faire son propre pain? Est-ce que c'est beaucoup de travail? J'imagine notamment pour le levain. Comment tu fais? Tu vois, comment tu conseillerais à ces gens-là qui peut-être voudraient se lancer avec une expérience, brièvement, quelques conseils? Alors, déjà, faire du pain, c'est la plus belle chose du monde avec les mains. Donc, s'il vous plaît, ne jetez surtout pas de machine à pain. C'est une abominie. Il faut le faire avec les mains. En plus, quand vous le faites avec les mains, on a vu, vous allez ensemencer votre pâte. Euh, alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé la farine. Donc là, ça fait depuis 6 mois que nous la vendons à la fois sur notre site et dans nos boutiques. Donc ça, c'est sympa. C'est une farine qui vaut, on la vend 7,80 € le kilo. Donc par rapport à une farine bio de blé ancien, c'est pas si cher que ça. Si vous allez chez un paysan meunier, etc., c'est minimum 5 €, des fois même 10 ou 12 €. Voilà, donc on est 7,80 €. Avec 7,80 €, vous pouvez faire quasiment 2 kilos de pain, 1,8 kg. Voilà. Et donc, elle va avoir tous les bienfaits, etc. Faire un levain, c'est quelque chose qui n'est pas sorcier. Il y a des tutos sur YouTube. Et après, on a mis au point, alors si vous voulez vous faire plaisir, vous voulez offrir ça à quelqu'un pour son anniversaire ou à Noël, parce que nous, on n'avait pas l'espace, on a mis au point avec l'école Ducasse un cours de pain au levain OK. à Paris. Donc, on a mis au point toute la pédagogie. Ça dure que 1 ou 2 jours, même un jour, je crois. Ouais. Et nous, on n'y gagne rien. On l'a fait juste comme un partenariat, mais parce que c'est quand même le temps de formation qui compte. Mais ça a été un beau partenariat qu'on vient de lancer. Avec un four assez classique, mine de rien, on peut Oui, faire de oui, belles à fond. choses. Alors, en fait, quand tu fais le pain, la règle numéro un, en fait, c'est la machine à pain. Tu n'as pas besoin. Par contre, ce dont tu as besoin, c'est une cocotte.
Une cocotte? Une cocotte en fonte OK. ou un énamel comme les cocottes Le Creusot. Pour que Voilà. ça envoie de la chaleur partout autour du pain, c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, ça, ce qui est très important, c'est que l'humidité reste piégée, tu Mmh. vois? Et en fait, en le cuisant dans la cocotte, il faut laisser ta cocotte dans le four très chaud à 250 pendant une demi-heure et après tu mets sans te brûler avec des gants, tu vas mettre ton pâton à l'intérieur fermé pendant la moitié de la cuisson et le OK. reste, tu enlèves le couvercle. Bah, c'était le petit conseil Tu mets pas de si ça matière semble grasse, facile. tu mets pas de matière grasse dans ta pâte à pain pour pas que ça colle dans la Alors, si cocotte? la cocotte, tu l'as laissée une demi-heure à 250 et que ça colle, tu m'appelles. Parce que là, ça veut dire que toutes les règles de la physique ont changé. OK, C'est d'accord. possible, hein, parce que le monde change vite. Les gens avant élisaient des personnes normales et maintenant ils élisent des fous furieux. Donc tout peut changer. Mais, mais C'est un autre débat. si c'est à très haute température et tu le mets, ça colle pas, c'est pas possible. OK, ça marche. Ben, Donc les Adriano, gens, tu as des gens qui ont peur, donc ils vont mettre du papier sulfurisé, mais ça sert à rien. En fait, c'est même la chaleur est tellement importante qu'il y a une règle, une condition sine qua non pour que tu puisses avoir vraiment une bonne cuisson. super. Ben, Donc Adriano, l'un dans l'autre, tu as pas besoin de papier sulfurisé. Adriano, juste pour conclure, moi, ça me tenait quand même à cœur de dire aux auditeurs que c'était un podcast qui était pas du tout sponsorisé. Je tiens à le Pas dire, hein, du c'est tout. juste qu'on aime on aime aussi ton produit, on aime ton expertise et on tenait à te faire venir dans le podcast justement pour donner des conseils aux gens. Et c'est vrai que c'est voilà, ne pensez pas quand quelqu'un vient, c'est quelque chose de pas du tout. Le but, c'est C'est vraiment de ça. vous apprendre, de vous conseiller aussi des bons produits. On l'a fait avec Feroz, qui eux, par contre, sont des partenaires et on voit beaucoup de similitudes entre les deux. Et donc, on essaie de vous apporter des connaissances, que ce soit par des produits ou même par vous-même. Donc, n'hésitez pas aussi à soutenir cette vidéo avec un petit like, un commentaire. Ça donne beaucoup d'énergie et en plus, c'est gratuit. Donc, c'est un petit geste pour faire grandir ce podcast et avoir des passionnés encore plus comme Adriano. Je sais pas si tu as un dernier mot peut-être pour la fin, Adriano, pour nos auditeurs ou pour Non, conclure. mais tu parlais du fait d'être en pleine forme. Donc, on en a parlé avant qu'on commence l'enregistrement. Le dernier projet, c'est Pizza Viva. Mhm. Et c'est une pizza qui vous laisse en pleine forme. Parce que l'indice glycémique ne monte pas, le gluten. Parfait, Voilà, petite page parfait. de Et pub. voilà. Eh ben Des vrais, voilà. voilà, on a créé un lieu qui est sympa dans le quartier latin à Paris et on a fait des pizzas sous vide qu'on peut réchauffer à la maison, on peut les garnir. Tu Voilà. vas nous garder une table, on va bientôt venir à Paris, et on va tourner quelques épisodes en présentiel, donc tu nous réserves tout ça et on viendra avec toute l'équipe de 1000%. Alors, Ah oui. si vous voulez même, on a une pièce privatisable dans laquelle, si vous voulez venir tourner un épisode, même avec d'autres gens, il n'y a pas de problème. Ok, bah Ah, écoute, magnifique. on prend note. Il y aura les pizzas aussi pendant l'enregistrement? Eh ben, je t'offre une pizza, Merci. mais Mais après, tu payes le studio, hein, Pams. il faut, il faudra dire qu'on a sponsorisé. Ouais. Mais merci Adriano, en tout cas on s'est régalé, j'espère que vous aussi. Merci au Pierrot d'avoir été là et à bientôt pour un nouvel épisode de toute façon. Merci beaucoup, Adriano. C'était parfait. Merci. Ciao, Avec ciao. plaisir.